dans le but de faciliter les échanges avec les pays de la sous-région. Car, il faut bien le préciser, cette route, Savalou-Tieti, frontière du Togo, est une route régionale. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, honorables invités, d'un coût global estimé à 30 967 917 697 francs CFA, les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Savalou-Tieti, frontière du Togo, et Logozoé-Glazoué, que nous lançons ce jour, seront réalisés par l'entreprise Colas et contrôlés par le groupement de bureaux GIC Sénégal, CETEM Bénin, tous retenus à l'issue des appels d'offres internationaux. La durée de réalisation des travaux est de 24 mois, le représentant de Colas vient de le dire. Les caractéristiques techniques se présentent comme suit. Largeur de la plateforme, 10 à 14 mètres, donc 10 mètres dans les rases campagnes et 14 mètres dans les agglomérations. Largeur de la chaussée, 7 mètres en race campagne et 8 mètres dans les agglomérations. Largeur des accotements, 2 fois 1,5 mètres en section courante et 2 fois 2 mètres dans les agglomérations. Le projet a prévu également la construction d'ouvrages hydrauliques, la mise en place des mesures de sécurité au niveau des infrastructures sociales situées à proximité de la route, notamment les écoles, les centres de santé et surtout l'érection des murs de clôture le long de cette infrastructure. Et il est prévu également la réalisation de 4 forages dans les localités traversées. Au bout des travaux, un bel ouvrage qui va davantage conforter le Bénin dans sa vocation de pays de transit, assurer le désenclavement de la localité, la fluidité du trafic et des échanges et booster l'économie nationale. Le président Boni Yayi, qui était à la pose de la première pierre, répond au rendez-vous du lancement des travaux. Et pour cause, Savalou occupe une place à part dans son cœur. Dans cette pièce, on passe ici à tout moment. Vous voyez, si je ne vous vois pas, je ne suis pas à l'aise. Et lorsque je vous vois, je suis heureux. Mes chers parents de Savalou, je voudrais, au nom de la République, présenter les félicitations au nouveau roi. Il faut applaudir Dieu le Père Céleste, rendra son règne prospère pour lui, pour la cour royale, pour le peuple de Savalou, pour notre pays. Je pense que nous pensons toujours à la mémoire de notre cher roi disparu et que le nouveau roi poursuivra toujours l'esprit de stabilité, de paix et de sécurité à Savalou et dans tout son royaume. Dieu veillera sur lui. En même temps, vous transmettez les vœux de la République, mes chers parents, pour la nouvelle année du Koudou-Boué. Une année 2015 très prospère pour chacun de vous et pour toutes vos familles respectives. Une année de réalisation de tous vos vœux, mes chers jeunes. Dieu est bon, il est miséricordieux. C'est l'ami le plus fidèle. Demandez, je vous donnerai, nous a-t-il dit. On le demande, le bonheur pour vous, la prospérité pour le Bénin. On l'aura, j'en suis convaincu. Il a dit exaucer cette prière. Alors nous sommes ici ce matin, en présence des ministres, des députés, et d'autres qui n'ont pas pu faire le déplacement. Vous savez le contexte que nous vivons en ce moment. S'ils n'ont pas pu venir, ils sont de cœur avec nous, avec vous. Mais ce qui est important pour moi, je crois que le ministre des TP, le jeune ministre des TP, a su traduire
ce qui est dans mon cœur. Un Savalo prospère. Savalo, ville nouvelle. Savalo, d'une beauté extraordinaire. Savalo, la belle. Vous êtes un peuple travailleur. Je suis venu au lancement de cette voie, c'était, je crois, à Tchéti, où je disais ceci. La question de la sécurité humaine n'est plus discutable. On la réalisera dans notre pays, dans chacune de nos communes, sur toute l'étendue du territoire national. Je demeure persuadé, j'en suis convaincu. Et nous allons commencer par Savalo. Donc, par vos productions, vous pourriez évacuer ces productions vers les marchés, cette voie qui vous connecte au Togo à une dimension régionale, notre partenaire Colas l'a indiqué. Voilà, c'est pour vous désenclaver et jouir de cette liberté, de cette vertu, de ce droit, la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, vous connecter au reste du monde. Voilà le sens de cette voie, mes chers parents. Ça fait un moment qu'on en parle. Et j'ai dit, si c'est vous, j'ai décidé que cette voie se fasse. Et je crois le ministre vous en a parlé dans un partenariat stratégique que nous avons mis en place. Nos partenaires comme la Banque Ouest africaine de développement, pour que nous puissions aller vite, parce que vous en avez besoin. Une fois que cette voie sera achevée, eh bien, Savalo va changer de visage. Et toutes les localités qui vont loger cette voie, les infrastructures créent la demande. Les infrastructures tuent la pauvreté. Ce dont nous parlons là, nous parlons de nos chères mamans, le fondement de notre société. Nous parlons de notre jeunesse. Nous parlons de notre démocratie. Si la jeunesse se porte mieux, la démocratie se portera mieux. Et pour donner un contenu réel à cette démocratie, il faut les infrastructures. Les infrastructures, l'énergie, l'eau, les routes, les chemins de fer, les ports, les aéroports, les communications, les télécommunications, les écoles, les centres de santé, etc., etc. Et ceci, où en juillet, vous avez besoin de la liberté, vous avez besoin de la sécurité, mes chers parents, pour que, puissance agricole, vous puissiez pousser notre chère patrie au rang des grandes puissances agricoles de notre continent et de notre planète. Moi, je sais pouvoir compter sur vous, ici, à Savalo. La construction de la route Savalo-Tchéti, frontière du Nigeria, et de la bretelle Logosore-Glazoué participe de la sécurité urbaine, une vision stratégique du président Boniayi qui englobe la santé, l'éducation, la sécurité, l'accès à l'eau et à l'électricité, les infrastructures routières, ferroviaires, le désenclavement aérien, l'emploi des jeunes et les mesures à caractère social visant le bien-être des populations, toutes choses pour lesquelles il se bat au quotidien. Ils ont dit à la conférence nationale, nous en sommes aujourd'hui au 5e numéro, au 3e jour des assises de la conférence nationale, le président Mathieu Kérékou a été interpellé par les délégués quant aux suites à donner aux décisions qui en seront issues. Eh bien, dans ses explications, le général Mathieu Kérékou n'a pas entièrement réussi à apaiser les inquiétudes des participants. À cet effet, le président de la République, le président du présidium de la conférence,
Monseigneur Isidore de Souza a recentré donc le débat et appelé le président Mathieu Kérékou à se prononcer à nouveau sur la question de la transition. Suivez plutôt. La conférence nationale des forces vives de la nation. Et sa réponse, il y en a deux qui sont claires. La première, c'est que cette assemblée, selon vous, est habilitée à désigner une commission nationale pour rédiger un projet de constitution à partir des résultats de la conférence et de toute proposition qui viendrait des différentes sensibilités politiques. Deuxième chose qui est claire, cette assemblée est habilitée à mettre sur pied une commission de suivi pour poursuivre l'exécution des travaux de la conférence. C'est bien ça. Ce qui est moins précis, c'est ce qui concerne la question sur la période transitoire. La période transitoire finira avec les élections du nouveau régime. Si vous dites 6 mois, 3 mois, 4 mois, alors que vous ne déposez pas la Constitution, cela signifie quoi? Nous avons été même loin avec des propositions concrètes. Nous avions dit que pour vous prouver notre bonne foi, si vous voulez que les différentes sensibilités commencent à faire l'apprentissage des responsabilités au sein d'un gouvernement, nous sommes en mesure de remanier le gouvernement après vos travaux. Mais qu'on ne nous dise pas démissionne. Monsieur le Président, il faut éviter toute forme de dérapage. Parce que tout acte inconséquent qui sera pris par cette commission nationale, ça va se répéter dans le temps et dans l'espace. Il s'agira seulement que certains se décident d'aller au marché dans les pays voisins et que d'autres commencent à s'agiter sur le terrain. On va dire une conférence nationale regroupant encore toutes les sensibilités et on dira au président élu démissionne. Les précédents. Si nous voulons la stabilité, la paix dans ce pays, cette fois-ci, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ne vous pressez pas. Si vous voulez fixer le délai de la transition, mais nous disons, sans adoption par référendum de la Constitution, sans élection présidentielle, sans élection législative, nous sommes toujours dans la transition. C'est clair, Monsieur le Président? Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. Nous vous remercions. Le Saint-Esprit est effectivement avec nous. Plus jamais que jamais, jamais de coup d'État, nous n'avons plus besoin de recours. Cap à présent sur la Cour constitutionnelle. Plusieurs personnalités ont défilé au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Il s'agit des nouveaux ambassadeurs du Bénin près le Danemark, le Niger et le Maroc, des membres de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin et une délégation de l'Observatoire des journalistes pour la justice francophone. Enoch Roupati et Jean-Claude James. Ils sont 5 nouveaux ambassadeurs appelés à représenter et rehausser l'image de notre pays à l'étranger. Mais 3 étaient au cabinet du président de la Cour constitutionnelle pour s'entretenir avec l'autorité. Nous avons fait un échange, un tour d'horizon de la coopération avec chacun de ces pays et le nôtre. Il nous a fait beaucoup d'ouverture, il nous a incité à des initiatives
pour que nous puissions consolider les relations entre nos pays respectifs, les pays respectifs où nous sommes représentés et notre pays, le Bénin. Notre souhait aujourd'hui, c'est que nous puissions renforcer, diversifier ces relations, surtout avec le secteur privé. Les membres de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin ont été également reçus. Ils sont venus présenter leur nouveau bureau et solliciter auprès du président quelques conseils. Des conseils, nous lui avons demandé et justement, il a souhaité que la discipline regagne nos rangs. Parce que les pharmaciens, ces temps-ci, font des sorties tous azimuts. Ce n'est pas des choses qui se passent dans un pays de droit. Les progrès se règlent au niveau des instances qui ont qualité de gérer ce genre de problèmes et ce genre de crise. Surtout, il nous a demandé de tendre la main, toujours tendre la main, dès que toute cette situation va passer, donc de tendre la main pour aller de l'avant. L'Observatoire des journalistes pour la justice francophone, conduit par Joseph Vaudounon, s'est entretenu avec le président de l'institution. L'objectif est de témoigner leur gratitude suite au séminaire de formation sur la gestion des contentieux électoraux organisé à leur intention. Au fait, les 22, 23 et 24 décembre 2014, la Cour constitutionnelle a organisé un séminaire sur la gestion du contentieux électoral à l'intention des journalistes béninois. Et ce séminaire a été possible avec l'appui de l'OIF. Au cours de ce séminaire, les journalistes se sont appropriés les lois dans le domaine électoral. Et nous avons pu constater que c'est une bonne initiative parce que les journalistes n'étaient pas au fait de certaines choses. Nous nous sommes dit qu'il était intéressant de venir le remercier et de lui dire toutes nos gratitudes parce que ce séminaire nous a ouvert des perspectives que je crois s'annoncent très bonnes. Les juges à l'école des assureurs, c'est une initiative du Fonds de garantie de l'automobile, une structure créée par l'État pour indemniser des victimes d'accidents causés par des non-assurés. La formation dédiée aux magistrats vise une meilleure appropriation du Code des assurances, et ceci pour des décisions plus justes en faveur des victimes. Osias Sonouveau. Ces assises d'explication aux magistrats de leur rôle dans les missions du Fonds de garantie automobile ont surtout valeur de main tendue du FGA. En effet, le Fonds de garantie automobile a besoin de travailler en bonne intelligence avec les juges chaque fois qu'ils doivent décider de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des non-assurés ou des auteurs non identifiés. Or, il se trouve que les décisions des juges par rapport à l'évaluation des préjudices ne sont pas toujours exemptes de reproches. Mesdames et messieurs les magistrats, je sais que vous êtes souvent confrontés à la question de la juste évaluation du préjudice causé à la victime. Vous avez une conception et une vision de cette question que les assureurs ne partagent certainement pas. Les experts en assurance conviés par le FGA vont tenter d'éclairer les juges dans leurs décisions pour une meilleure application du Code CIMA. Que peu doit faire la justice pour accompagner le fonds dans l'exécution de sa mission d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation? À notre avis, pour y parvenir, il faudra vous faire mieux connaître le fonds en vous exposant les aspects importants de son fonctionnement et le rôle qui est le vôtre dans l'accomplissement de sa mission au travers de ces tests fondamentaux. Créé par l'État pour venir en aide aux laissés pour compte des accidents causés par des non-assurés ou des auteurs non identifiés, le Fonds de garantie automobile peut agir en justice lorsqu'il est saisi par les victimes ou ayants droit qui se constituent partie civile. Après leur congrès extraordinaire du samedi 14 février, les membres des partis politiques passent à une autre étape, signature d'engagement à l'Alliance Force Cori pour un Bénin émergent. Et cette cérémonie, qui a connu la présence de plusieurs membres FCBE, a eu pour cadre l'Infosec de Cotonou. Plus de précisions dans ce reportage signé Enoch Mpati, Jean-Claude James. La famille FCBE prend un nouveau départ sur des bases claires. À preuve, la signature d'engagement des différents partis politiques qui sont affiliés.
Un acte pour signifier la loyauté à la famille FCBE et cela s'inscrit aussi dans la logique des recommandations issues du congrès extraordinaire du samedi 14 février 2015. Nous avons invité ce matin les chefs de parti et les membres de la coordination nationale de l'Alliance FCBE parce que nous avons été instruits par le Congrès pour que les chefs de parti membres signent l'engagement qu'ils ont eu à prendre pour rester au sein de l'Alliance. Nous sommes réjouis de la tenue du Congrès et des meetings. Après cette manifestation de fidélité, quelques signataires se prononcent. Je crois quand même que c'est en fait le prolongement de ce que nous avons fait le week-end dernier, à savoir le Congrès et puis le meeting de compte rendu. Et donc il était question que tous les partis politiques, membres fondateurs de l'Alliance ou les nouveaux adhérents puissent se retrouver en semaine avant bien entendu le dépôt des candidatures pour signer l'engagement sur lequel nous nous sommes tous entendus lors du Congrès. Donc c'est à cet exercice que l'ensemble des partis et mouvements membres de l'Alliance Force Coripo et Bénin Émergent, c'est à cet exercice que nous nous sommes adonnés ce matin. Certains sont là, d'autres ne sont pas encore là, mais ils vont défiler. Et dans tous les cas, il y a un délai qui est prévu pour que l'ensemble puisse signer l'engagement avant toute action en ce qui concerne bien entendu les listes pour les élections législatives, communales, municipales et locales. Pour le commun des Béninois, c'est que l'Alliance FCBE n'existe plus et que son leader charismatique, Dr Boni Yahi, est déjà conjugué au passé. Vous avez vu les grandes figures qui étaient dans la salle, les honorables députés, les anciens ministres, les ministres actuels du gouvernement, donc, et les autres membres des partis, les présidents des partis politiques qui étaient tous là. Je suis de la mouvance présidentielle et c'est une fierté pour moi d'être aux côtés du chef de l'État, d'être membre d'un parti qui soutient les actions du chef de l'État. Le congrès extraordinaire du samedi 14 février dernier est un rassemblement d'envergure qui a réuni 57 partis politiques. Le réseau pour une agriculture familiale moderne, RAFAM, a procédé à la remise de certificats aux écoles stagiaires du programme de formation pour la mécanisation de l'agriculture. Pendant 5 semaines, les bénéficiaires ont été formés sur des conduites à tenir, conduite des machines agricoles et le maraîchage familial et professionnel. C'était à Glo Djibé. Olive Ousougoué pour Le Point. Après 5 semaines d'exercices pratiques et théoriques, ces récipiendaires reçoivent leur certificat de fin d'apprentissage. C'est un programme de formation sur d'une part l'utilisation et la maintenance de matériel agricole et d'autre part le maraîchage professionnel et familial. Il vise à promouvoir au Bénin une agriculture mécanisée mais respectueuse de l'environnement. Avec cette formation, le développement agricole, nous pouvons dire avec certitude que c'est assuré si les gens suivent réellement les consignes. En décembre, par exemple, on avait fait une tournée au nord. Nous avons vu de quoi ont été capables nos anciens mécaniciens qui ont pu dépanner beaucoup de tracteurs qui étaient en panne. Depuis 2007, l'initiative du RAFAM, Réseau pour une agriculture familiale moderne, est soutenue par plusieurs structures locales et bénéficie de l'appui technique de l'association française ACARD. L'association ARCAD, actifs et retraités, pour la coopération et l'aide au développement. L'équipe en 2007 est venue faire un constat et s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de tracteurs en panne dû à une mauvaise utilisation et un mauvais entretien. On a ressenti une bonne évolution depuis, puisque on leur a appris beaucoup de choses au niveau de non seulement de la conduite, mais du sol, de la plante, l'eau, comment travailler tout ça. Et on se rend compte d'une évolution assez importante à ce sujet-là. Certains agriculteurs nous ont dit que depuis le début de ces formations, ont amélioré leurs revenus. Donc c'est très intéressant. Pour cette 7e promotion, 120 conducteurs de machines agricoles, 300 maraîchers et 25 stagiaires en mécanique sont pris en compte. Aussi, plus d'une dizaine de tracteurs ont bénéficié de l'expertise des jeunes stagiaires. Des ouvrages académiques au profit de la faculté de droit et sciences politiques de l'université de Parakou. La remise officielle a été faite aux autorités de ce haut lieu du savoir. Étudiants et enseignants étaient témoins de l'événement. Reportage.
C'est un total de 947 ouvrages de droit de travail privé, public et autres confondus qui ont été remis aux autorités de l'université de Parakou au profit de la faculté de droit de ce campus. Ces ouvrages sont le fruit des échanges entre le ministre de la fonction publique et l'association humanitaire Espoir d'Afrique. Des ouvrages qui font l'objet de donations ce matin. Permettez-moi de remercier l'ONG Espoir d'Afrique parce qu'il est rare de trouver sur le territoire béninois des ONG qui travaillent pour l'éducation et surtout pour l'enseignement supérieur. L'association Espoir d'Afrique annonce que ce geste n'est qu'un début et que d'autres actions suivront. Au jour d'aujourd'hui, notre joie est très profonde que nous avons commencé par l'université de Parakou. Et il nous a dit aussi qu'il a besoin d'autres ouvrages, ce que nous avons noté. Le premier vice-recteur chargé des affaires académiques réceptionne au nom du recteur empêché les ouvrages. Monsieur le Président, qu'au niveau de la coopération, nous serons très accrochés à vous pour qu'avec l'appui toujours du ministre Yaya, l'université de Parakou puisse bénéficier d'autres formes d'appui et jusqu'aux appuis de documentation électronique. Les étudiants remercient le ministre Yaya Aboubaka pour ses actions au profit de leur maison commune. Il l'invite à toujours poursuivre dans ce sens. Représentante de la FAO au Bénin et la plateforme paysanne PNUPA Bénin travaille à la mise en place de cadres de partenariat. C'est à la faveur d'un atelier lancé à Cotonou au siège de la représentation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le compte-rendu est signé Renaud Akakou. La FAO et la PNUPA Bénin ont décidé de se réunir pour échanger sur leurs activités et définir de commun accord un cadre de partenariat en vue de rendre la filière agricole plus performante et porteuse de devises pour l'ensemble des producteurs. Il s'agit pour les deux parties d'explorer les possibilités de coopération afin d'aboutir à terme à la signature d'un mémorandum d'entente. On pourrait à première vue se demander pourquoi la FAO entreprend un atelier spécialement avec la PNUPA et souhaite renforcer son partenariat avec cette organisation. Je pourrais vous répondre en disant qu'une plateforme nationale de producteurs agricoles de la dimension de la PNUPA, qui regroupe en son sein de nombreuses organisations agricoles nationales, constitue une organisation importante et crédible avec laquelle la FAO doit absolument collaborer si elle veut que son travail ait plus d'impact sur le terrain. C'est pourquoi nous pensons qu'un partenariat nous permettra non seulement de travailler davantage ensemble, mais également de joindre nos voix pour le plaidoyer pour plus d'investissements en faveur de l'agriculture. Pour la plateforme nationale des organisations paysannes et de producteurs agricoles du Bénin, cette rencontre vient à point nommé pour jeter les bases d'un partenariat durable au profit du monde agricole à l'échelle nationale. Le présent atelier de travail est pour nous un moyen idéal pour rapprocher nos deux organisations dans le but de relever les énormes défis auxquels fait face l'agriculture béninoise pour assurer convenablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle à chacun et à tous. Le présent atelier, qui est consacré au renforcement du partenariat entre la FAO et la PNUPA Bénin, se révèle comme le point de départ d'une collaboration fructueuse au profit du secteur agro-pastoral. Eh bien, 12 Béninois ont été distingués par le réseau Bénin Espoir ONG. Selon les responsables du réseau, ces citoyens incarnent les valeurs de bonne gouvernance. La cérémonie de remise de récompense a eu lieu au centre de promotion de l'artisanat à Cotonou. Jean-Claude James y était, son compte rendu. Ces cadres à divers niveaux de l'administration béninoise sont reconnus comme des modèles de bonne gouvernance.
C'est le fruit d'une observation discrète du réseau Bénin Espoir ONG qui est ainsi honoré et présenté à l'assistance. Au nom des récipiendaires et à mon nom propre, que vous nous permettiez de dédier cette décoration à nos collaborateurs immédiats, car nous ne sommes que des chefs d'orchestre. Sans eux, je crois que nous n'aurions pas été retenus à cette cérémonie, nous n'aurions pas été remarqués, et je profite de l'occasion et en votre nom, chers récipiendaires, je les remercie infiniment. Et nous devons d'abord dire merci au président de la République, parce que sans lui, nous ne pouvons pas faire l'expérience là et qu'on en soit ici. Donc au nom de nous trois qui sommes ici, nous lui adressons tous nos mots de remerciement. Selon Désiré Koundé Adadja, parrain de cette 19e édition, ces lauréats constituent des valeurs d'espoir à un moment où les valeurs de référence semblent perdues. Avec cette reconnaissance, un nouveau défi est lancé à ces modèles de bonne gouvernance. Nous disons merci au grand maître de l'Ordre national du Bénin, le chef suprême des armées, le docteur Thomas Boni Yayi, pour tous ses efforts pour une meilleure gestion des affaires publiques de notre pays. Nous sommes conscients qu'une seule hirondelle ne peut faire le printemps. C'est pourquoi nous remercions tous les travailleurs de tous les secteurs d'activité en général et des récipiendaires en particulier. Il reste beaucoup de choses à faire et il paraît même que ce qui reste est plus important que ce qui est déjà fait. Donc, chers lauréats, nous vous prions de ne pas aller dormir sur vos lauriers, car c'est certainement maintenant et le moment plus que jamais que le plus dur commence pour vous. Dans le rang des récipiendaires, on retrouve 3 professionnels des médias. Happy Goudou de Radio Planète, Aubin Akponke de Canal 3 Bénin et Osias Sounouveau de l'ORTB. Et il y a eu aussi le lancement officiel du Téléthon du CEG Al-Barika. Le 3e collège d'enseignement général public de Parakou ouvre le processus de mobilisation des ressources pour l'érection de plusieurs infrastructures dans ce lieu d'apprentissage. Premiers apprenants, parents d'élèves, autorités politiques, administratives ont répondu favorablement à cet appel. Aziza Lagbe pour le compte-rendu. Le CEG Al-Barika a été 178. Et depuis cette date, le collège demeure toujours le collège. Sans bloc administratif. Et pas de clôture. Le comptable dans son couloir. Même les surveillants, ils ont oublié même de se promener sous les arbres parce qu'ils n'ont pas de bureau. C'est à ce cri du cœur que répondent les anciens élèves de ce collège en initiant ce téléthon. Ils entendent soulager les peines des membres de l'administration, du corps professoral et des élèves. Ce collège que vous portez dans votre esprit et dans votre cœur, aujourd'hui, votre présence l'honore et lui rassure que ses plaies seront pansées. L'initiative est la bienvenue. Autorités politiques et responsables ayant à charge le secteur de l'éducation dans le Borgou et la Liborie apprécient. Vous avez voulu, par ce téléthon, mobiliser tous vos camarades de promotion afin de redonner au collège une nouvelle image en matière d'infrastructure. Cette initiative est donc louable et est à encourager. Le parrain, premier délégué de la première promotion du collège, la marraine Marie-Laurence Stranon et les autres promettent apporter leur pierre à l'édification de cette maison qui leur a tant donné. Les promotions à venir du CEG Al-Barika ne devraient plus s'inquiéter de leurs conditions de travail. Je vous promets d'être votre porte-parole auprès de la quasi-totalité des anciens élèves de ce collège pour sa rénovation qui ne restera pas seulement l'affaire des responsables actuels de l'établissement, mais l'ensemble de tous ceux qui ont eu la chance de transiter par ce collège. Pendant les 12 prochains mois, les bonnes volontés sont donc appelées à faire un geste à l'endroit du collège Al-Barika. Un compte bancaire est ouvert pour la circonstance. À la faveur de cet événement, le collège a rendu hommage à 2 de ses enseignants admis à faire valoir leur droit à la retraite.
Changement à la tête de la direction départementale Borgo-Alibori de l'énergie, des recherches pétrolières et minières, de l'eau et du développement des énergies renouvelables. La cérémonie de passation entre le directeur sortant, Merekuna, et Aboubakar Kissira, directeur entrant, a connu la participation du secrétaire général adjoint du ministère, de quelques directeurs centraux du personnel, des parents et amis. Et voici tout de suite le film de cette cérémonie avec Colombe Amadji. C'est la cour de la direction départementale de l'eau qui a servi de cadre à cette passation de service. 6 ans, 5 mois passés à la tête de cette direction. Pour le directeur sortant, c'est le moment de faire le bilan de quelques réalisations dans le cadre de l'approvisionnement en eau, en énergie et dans les mines au niveau des départements du Borgou et de l'Alibori. Dans le sous-secteur approvisionnement en eau potable, 1670 équivalents points d'eau ont été réalisés dans les 2 départements, impactant ainsi 417 500 personnes depuis ma prise de service. Le taux de décès pour les 2 départements est de 62,64%. Il était de 51,04% à ma prise de service. Ces taux montrent que nos 2 départements seront au rendez-vous des objectifs du millénaire pour le développement au 31 décembre 2015. Dans le secteur des mines, 13 exploitants de carrières de granit sont officiellement installés. Le directeur entrant, docteur en géographie, salue le mérite de son prédécesseur. Il promet ensuite relever les défis pour accroître le rendement dans le secteur de l'eau, de l'énergie et des mines. Permettez-moi donc de témoigner toute ma gratitude au chef de l'État, le président Thomas Boni Yayi, pour avoir entériné la proposition du ministre de l'Énergie. Nous prenons l'engagement de l'honorer en accomplissant la mission à nous confier. Je voudrais parler du personnel et moi, car une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Je voudrais demander à tous les agents de la direction départementale de ne pas marchander leur collaboration pour aider à ce que M. Aboubakar Kissira puisse réussir sa mission à la tête de cette structure déconcentrée du ministère. À l'occasion de cette passation, le personnel a offert de cadeaux au directeur sortant, promu directeur général adjoint de l'eau. Forte mobilisation ce dimanche à la salle de spectacle du Hall des Arts de Cotonou. À l'appel de Chabi Yayi, plusieurs centaines de jeunes ont sonné la grande mobilisation pour faire triompher les idéaux de l'association Solidarité Jeune. Point d'ambiguïté sur l'orientation d'un tel mouvement. Chabi Yayi et ses alliés veulent bien faire entendre leur voix dans le concert des positionnements en prélude aux prochaines élections. Plus de détails avec Renaud Akakpo. C'est un vaste rassemblement qui lève un coin de voile sur les ambitions politiques de Chabi Yayi. En décidant de sceller un pacte avec la jeunesse dans une dynamique de partage et d'unité, le président de l'association Solidarité Jeune peaufine sa stratégie pour assurer l'ancrage des structures de base de son mouvement. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour composer un bloc, faire une union des forces vives de la jeunesse de ce pays. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Tout seul, je ne peux rien. C'est avec vous, les jeunes, qu'on va arriver à peser politiquement et économiquement dans ce pays. Il est question d'arriver à transcender nos différences et voir au-delà de tout ce qui nous clive. Un pas de plus pour mieux s'illustrer sur la scène politique. Chabi Yayi veut bien tirer exemple de cette génération de jeunes béninois qui ont su s'imposer par leur talent. Je tiens à rappeler que mes illustres aînés, tels que Maître Oumbeji, a été procureur de la République dans ce pays à 25 ans. Je tiens à rappeler que le professeur Albert Vergeret, à 30 ans, a été ministre de l'Information. Je tiens à rappeler que le président Soglo a été ministre de l'économie et des finances à 29 ans. Nous devons être dignes de ces gens-là. Nous devons être dignes de ces personnalités. Nous devons être dignes de ceux-là et perpétuer cette tradition. Jeunesse du Bénin, l'immobilisme n'est plus une option. Agissons pour notre avenir. Nous sommes ici pour écrire l'histoire avec un grand H. Cette histoire qui va s'écrire avec nous, pour nous et par nous. Scellé dans cette ambiance bon enfant,
Ce géant meeting marque le point de départ de la dynamique d'extension de l'association Solidarité Jeunes. Les consignes données ont été bien claires et se résument à une union sacrée autour du porte-flambeau de la jeunesse. Certaines formules chocs ont été mises à contribution pour faire passer le message. Il est tout aussi dangereux de passer au feu rouge que de s'arrêter au feu vert. Quand le feu est vert, il faut partir. Tchabi, le feu est vert, lève-toi et pars, nous sommes avec toi. Merci. Je voudrais que la jeunesse soit unie pour porter encore notre frère Chabi Yahi. Bravo à vous. Je voudrais dire à mon cher frère Chabi, félicitations, du courage. Et à travers toi, je voudrais parler à toute la jeunesse. Soyons déterminés, n'ayons pas peur. Les joutes électorales qui s'annoncent à grands pas vont constituer un test pour ce mouvement de jeunes. Mais dans le rang des acteurs réunis derrière Chabi Yahi, l'assurance semble être de mise. Nous sommes ceux-là qui peuvent aujourd'hui et pour demain et pour l'avenir faire mieux que ce qui est fait jusqu'aujourd'hui. Le président Boni Yahi est venu, ils sont restés encore là. Le président Boni Yahi est en train de partir et ils ne veulent pas partir. Chers jeunes, est-ce que nous allons toujours voter pour les autres? Nous devons voter pour le développement. La salle de spectacle du Hall des Arts de Cotonou n'a jamais aussi bien porté sa dénomination de salle de spectacle. L'événement a été ponctué de bout en bout par une série de prestations musicales, un déluge de sonorités et de vibrations qui a tenu en haleine la marée humaine. Législative 2015, le parti Alternative Citoyenne l'aborde entre agacement et détermination pour les problèmes de reconnaissance officielle du parti. Osia Sounouvou pour les détails. Les délais légaux sont passés. Entre agacement et détermination, ces deux lieutenants du jeune parti Alternative Citoyenne ont voulu passer un message clé par presse interposée. Oui, Alternative Citoyenne va aux élections. Soit, mais pourquoi ne pas se contenter d'un dépôt réglementaire de candidature? C'est justement là leur agacement. Alternative Citoyenne se sent contrariée par sa non-reconnaissance officielle dans les délais légaux. Le ministère de l'Intérieur a 2 mois pour enquête de moralité, contrôle de conformité, etc., etc. Mars, avril, mai, juin, juillet, 5 mois après, nous avons attendu. Nous n'avons reçu aucune notification de non-conformité du dossier de Alternative Citoyenne par rapport à la loi. Mais lorsqu'on s'est porté vers eux, le ministère nous dit « Ah, mais voilà, il y a quelques casiers judiciaires qui sont périmés, il faut les remplacer, il y a quelques volets qu'il faut corriger. » On a trouvé ça, franchement, de la provocation même. Nous avons repris encore et on a traité tout. Nous sommes maintenant devant vous, à la conférence de presse, lorsque le message nous vient pour dire « Monsieur, passez chercher votre récépissé parce qu'il est prêt. » J'attends de voir. Ce qui est sûr, nous allons continuer donc le combat. Échaudé mais résolu à aller à toutes les élections avec pour cheval de bataille, entre autres, les libertés. Et nous disons que, en attendant que notre alliance s'en saisisse, dès demain, Alternative Citoyenne engagera un combat pour que la monopolisation de l'OATB qu'on observe et qu'on l'utilise allègrement pour faire de la campagne, nous allons monter au créneau pour dire non. Alternative Citoyenne veut mener la compétition électorale législative sur la liste de l'UN. Culture à présent avec le chef traditionnel des Batombou de la partie méridionale du Bénin. Eh bien, il a été intronisé ce samedi à la mairie de Calavi. Désiré Saka, à l'état civil, devient à l'issue du rituel d'intronisation le sous-nom Tengu, qui veut dire la grande mère. Après une dizaine d'années de vacances de ce poste, c'est le soulagement dans les rangs des Bariba du sud Bénin. L'occasion a également été propice pour introniser la Yaïbé, la reine des femmes de cette partie du Bénin. C'était en présence du Gangoro Swambou, roi de Kika, mandaté par la cour impériale de Kika pour présider cette cérémonie. Le compte-rendu est signé Rachida Biob Maman. De nouveaux locaux pour le Fonds national de la microfinance.
Situé à Védocor, ce bâtiment moderne de type R+5, érigé sur fonds propres de l'institution, comporte une quarantaine de bureaux. Accompagné des partenaires techniques et financiers de la Banque islamique de développement, le directeur général du Fonds national de la microfinance est allé constater l'évolution des travaux de construction. À la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons accusé que les 2 à 3 mois, maximum 4 mois de retard. Et ça, c'est dû à un certain nombre de facteurs que nous avons essayé au fur et à mesure de régler. Donc globalement, je peux dire que c'est une satisfaction pour nous, mais nous ne sommes pas entièrement satisfaits dès lors que nous n'avons pas encore intégré le siège. À la date du 1er juillet au plus tard, le personnel du FNM sera dans son nouveau cadre de travail. Nous sommes autour d'environ 2,4 milliards. Et ça prend tout, la construction et les équipements à venir, avec tous les autres travaux, prenant en compte aussi la bretelle qui sera réalisée en bas, d'accord, et le coût d'équipement du siège. Donc on tournera environ autour de 2,4 milliards, sans prendre en compte un autre volet, le volet de la décoration. Pour le représentant de la Banque islamique de développement, cet effort est louable à plus d'un titre. C'est très encourageant de travailler avec une institution qui a des preuves concrètes, physiquement installées là, pour montrer vraiment l'exemple de la bonne gouvernance, de la bonne gestion, etc. Donc à ce titre, vraiment, nous nous félicitons et nous sommes très satisfaits de notre relation avec le Fonds national de la microfinance et ça nous encourage à aller davantage dans cette coopération. À noter que cette infrastructure comporte entre autres une salle de documentation pour faciliter les recherches aux chercheurs, un parking souterrain pouvant contenir jusqu'à 15 véhicules, une salle de gymnastique. Ajoutez à cela, la construction respecte les normes en matière d'éclairage naturel. Tout ceci pour le bien-être des travailleurs du Fonds national de la microfinance. Eh bien, nous allons pouvoir retrouver les images et sons de cette cérémonie d'intronisation dans nos prochaines éditions. Nous vous présentons toutes nos excuses. Le Conseil communal de Savay en campagne contre l'insalubrité et le manque d'hygiène à la faveur de la Journée nationale de l'hygiène et de l'assainissement, édition 2014, journée célébrée en différé dans la commune. Il s'est tenu une séance de sensibilisation. Les groupements de femmes impliquées dans la lutte pour un environnement sain et les chefs d'arrondissement ont eu droit à plusieurs communications. C'était à l'hôtel de ville. L'objectif est d'inculquer aux populations les bonnes habitudes. Ousmane Baparapi. Les 8 arrondissements du pays des Mamelles ont besoin de faire leurs toilettes, mais principalement le centre-ville avant la grande saison des pluies. Consciente de la situation, l'équipe communale décide de prendre ses responsabilités d'abord à travers des séances de sensibilisation des administrés sur l'importance de l'hygiène et de l'assainissement à Savay. La commune de Savay étant alimentée en eau de surface, il faudrait quand même qu'on mène des actions en direction de la population. On a parlé de l'hygiène de l'eau de boisson, on a parlé un peu de la stratégie, et puis les dispositions à prendre par la commune. La question de l'hygiène et de l'assainissement devient alors une préoccupation pour les participants après des communications suivies d'une projection de téléfilm sur la pollution environnementale. Par rapport à la pollution, les ordures partout, la défécation partout. Mais cette sensibilisation va nous permettre à changer de comportement, à un changement de comportement radical. Ce que nous retenons essentiellement, c'est que nous devons amener les populations à pratiquer effectivement l'hygiène. L'hygiène parce que c'est ça la vie. Après les échanges, les autorités communales mettent le cap sur quelques sites aménagés par la mairie dans le cadre de sa politique d'assainissement de la commune. Lorsque nous prenons la ville de Savay et surtout les arrondissements urbains, nous constatons qu'il y a assez de dépotoirs sauvages d'ordures ménagères. Et nous avons pris l'option d'éliminer progressivement ces ordures ménagères. Donc aujourd'hui, nous avons éliminé 9 sur l'ensemble des dépotoirs que nous avons. Et c'est l'occasion pour sensibiliser la population à prendre de bonnes habitudes. Et dans ces bonnes habitudes, la mairie aussi a pris des mesures d'accompagnement en mettant en place un mécanisme de collecte des ordures. Donc nous avons acheté pour le moment 3 tricycles pour démarrer, un tricycle par arrondissement urbain,
Par ailleurs, faisant d'une pierre deux coups, le conseil communal de Savé a procédé à la sensibilisation des populations sur l'hygiène à travers le lavage des mains à l'eau et au savon. Nous allons maintenant parler de l'ensemble de nos communes, l'Association nationale des communes du Bénin ANCB qui vient d'élaborer un nouveau plan stratégique pour les 5 prochaines années. Ce plan vise à servir d'interface entre les communes, les pouvoirs publics et les partenaires. La validation de ce document a eu lieu au cours d'un atelier tenu à l'hôtel du port de Cotonou. Le point, c'est avec Florine Zoudji, Olive Sougoué. Amorcée depuis 2002 au Bénin, la décentralisation totalise aujourd'hui plus de 10 ans de pratique dans les territoires et les collectivités locales. Les tests et outils qui sous-tendent son exercice au Bénin doivent être fouettés pour faire face aux défis du prochain quinquennat. Pour ce faire, le Bureau exécutif national de l'association, avec l'appui de la coopération suisse, a démarré en octobre 2014 le processus d'élaboration d'un nouveau plan stratégique de l'ANCB sur la période 2015-2019. L'élaboration de ce plan stratégique a nécessité une phase d'investigation et a mis en concert différentes parties prenantes. Le diagnostic et les propositions d'axes stratégiques seront partagées avec vous afin de permettre de l'enrichir. À cet effet, vous apprécierez les résultats de l'évaluation de la mise en œuvre du plan stratégique précédent, la pertinence des forces, faiblesses et opportunités actuelles de l'ANCB, ainsi que les propositions d'action prioritaires pour les 5 années à venir. Les partenaires techniques du secteur de la décentralisation voudraient encore réitérer leur engagement à accompagner l'ANCB dans la mise en place de cet instrument stratégique pour la promotion du processus de décentralisation au Bénin. Et nous sommes disposés à également accompagner ce processus lorsqu'il s'agira de mettre en œuvre le plan stratégique. Cet atelier a le mérite de recueillir les avis et les propositions des uns et des autres pour peaufiner le nouveau plan stratégique dont la validation définitive est prévue pour les prochaines semaines. La suite des programmes sur la télévision nationale à 21h, le message du président de la République lors du lancement des travaux de la route Savalou-Tchéti, à 21h30 le feuilleton The Wild, à 22h le documentaire La sale guerre des terres rares et à 23h30 le journal du soir. Et retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB www.ortb.bj.